Il y a quelque chose de profondément troublant dans la façon dont certains corps sont retrouvés. Pas dans un lit, ni dans un cercueil, ni même dans un lieu qu'on pourrait qualifier de logique, non. Parfois, la mort choisit des cachettes absurdes, glaçantes, presque théâtrales. Qui étaient ces gens? Pourquoi étaient-ils là? Et surtout, qui leur a ôté la vie? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les histoires vraies de corps retrouvés dans des circonstances aussi étranges qu'incompréhensibles. Ça vous intéresse? Avant de commencer à vous raconter la première histoire, je me dois de vous parler d'abord de Randonautica. Randonautica est une application mobile lancée début 2020. Le concept est simple mais intriguant. Elle utilise un générateur aléatoire de coordonnées GPS pour vous envoyer dans un lieu proche de vous que vous n'auriez sans doute jamais visité autrement. L'idée de base était d'inciter les gens à explorer leur environnement avec un nouveau regard, un peu comme une chasse au trésor philosophique. L'application vous proposait aussi de définir une intention avant de générer les coordonnées. Par exemple, vous pouviez penser à quelque chose de positif, ou alors de bizarre, avec du mystère et du danger. Certains croient que l'intention influence d'une manière mystérieuse les résultats. L'appli n'a aucun moyen de savoir ce qu'il y a aux coordonnées qu'elle donne. Elle choisit simplement des points sur une carte en fonction de la position et de certaines conditions. Donc, s'il y a des éléments indésirables sur place, il est techniquement possible que des randonautes, comme on les appelle, tombent dessus par hasard. Et c'est donc dans ces conditions de découverte indésirables que va commencer la prochaine histoire. Un groupe d'adolescents de Seattle utilise Randonautica pour se lancer dans une aventure. L'application leur donne des coordonnées proches d'une plage, à Alki Beach. Curieux, ils suivent le chemin indiqué en filmant leur exploration comme beaucoup le font pour TikTok. En arrivant sur les rochers proches de l'eau, ils repèrent une valise noire, abandonnée. Mais je pense que ce sera plus parlant si je vous montre ce qu'ils ont filmé. Guys, we found a suitcase at the beach. Gabby, go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro. Wait, open it. Open it. Able to sleep. It stinks, y'all. It washed out. It's Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. En suivant les indications de l'application, les adolescents ont repéré une valise noire abandonnée sur les rochers, proche de l'eau. Pensant initialement à une trouvaille intrigante, peut-être même un trésor, ils ont décidé de l'ouvrir, révélant un sac poubelle noir à l'intérieur. Dès l'ouverture, une odeur nauséabonde s'est dégagée, les alertant immédiatement de la gravité de leur découverte. Pris de panique, ils appelèrent la police. Rapidement, les forces de l'ordre confirmèrent qu'il s'agissait bien de restes humains. D'autres sacs similaires ont été retrouvés à proximité. Les victimes ont été identifiées comme étant Jessica Lewis, 35 ans, et son compagnon, Austin Wenner, 27 ans. Jessica Lewis et Austin Wenner formaient un couple profondément attaché, unis par 8 années de vie commune, marqués par des défis, mais aussi par une affection sincère et une volonté partagée de s'en sortir. Jessica Lewis, âgée de 35 ans, était mère de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Elle travaillait aux côtés de sa grand-mère comme aide-soignante dans une maison de soins pour adultes, spécialisée dans l'accompagnement de patients en fin de vie ou en situation de handicap. Austin Wenner, surnommé Cash par ses proches, avait 27 ans. Il était originaire du Kent et était connu pour son amour de la nature, en particulier la pêche et la baignade. Sa famille le décrivait comme un country boy, au caractère doux et discret, préférant la tranquillité des grands espaces à l'agitation urbaine. Depuis décembre 2019, Jessica et Austin louaient une chambre dans la maison de Michael Dudley, dans la banlieue de Seattle. Ils espéraient y trouver un peu de stabilité, mais leur cohabitation avec Dudley s'est rapidement détériorée. Ce dernier leur reprochait des retards de paiement de loyer et des comportements qu'il jugeait inappropriés. Le 9 juin 2020, une dispute éclate entre Dudley et le couple. Selon les enquêteurs, Dudley aurait alors abattu Jessica et Austin dans leur chambre avant de démembrer leur corps
et de les placer dans une valise et des sacs poubelles. Alors oui, dans cette vidéo, va falloir vous attendre à ce que je parle de cadavres. À moins que vous préfériez que je vous parle de ma collection de masques Marvel. Ça peut le faire, ça me fait plaisir. Et c'est donc peu de temps après que le groupe découvre la valise et contacte la police. L'enquête mène rapidement à Michael Dudley, dont la maison révèle des traces de sang et des impacts de balles. Arrêté en août 2020, il est reconnu coupable en décembre 2022 de 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré et condamné en 2023 à 46 ans et 6 mois de prison. Pour les familles des victimes, cette condamnation apporte un semblant de justice, même si la douleur demeure. Jessica Lewis et Austin Wenner étaient bien plus que les victimes d'un crime atroce. Ils étaient des êtres aimants, généreux, avec des rêves et des espoirs. Cette découverte macabre a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, notamment grâce à la vidéo publiée sur TikTok par l'un des adolescents, capturant le moment de la découverte. L'incident a suscité une attention médiatique internationale et a soulevé des questions sur l'utilisation d'applications comme Randonautica et les risques potentiels associés à l'exploration de lieux inconnus. Une sorte de Pokémon Go où au lieu d'attraper des Pokémon, on attrape des mecs crevés. Mais ça va pas ou quoi ? Oh, ça va. Pendant de longues années, le vieux supermarché No Frills de Council Bluffs dans l'Iowa était resté silencieux, abandonné aux souvenirs de ses anciens employés et clients. Mais en janvier 2019, ce lieu oublié s'est soudainement transformé en scène de mystère lorsqu'une équipe de travailleurs est venue procéder au démantèlement des infrastructures du bâtiment. Au cours du démontage de lourdes installations frigorifiques, alors qu'ils s'attaquaient aux imposants congélateurs industriels installés le long du mur, les ouvriers ont découvert quelque chose d'inattendu et profondément troublant. Coincé dans l'étroit espace réduit et sombre, entre l'arrière d'un congélateur et le mur du magasin, se trouvait un corps humain en état avancé de décomposition. La découverte a immédiatement plongé les lieux dans une atmosphère lourde et inquiétante. Le cadavre était tellement dissimulé et le passage si étroit qu'il était devenu invisible à quiconque depuis la surface du magasin. De plus, l'espace était particulièrement isolé. Le bruit constant des moteurs frigorifiques et la configuration labyrinthique de l'arrière-boutique avaient contribué à rendre l'endroit totalement inaccessible, presque secret. Les ouvriers, sous le choc, ont immédiatement alerté les autorités. Très vite, la police est arrivée sur place pour sécuriser la zone et entamer une enquête. Les premiers éléments observés sur la scène ont intrigué les enquêteurs. Aucun signe évident de lutte, pas de trace apparente de blessures mortelles, aucun indice flagrant indiquant un acte criminel immédiat. Le corps semblait être là depuis plusieurs années. Les enquêteurs ont noté que l'environnement froid, même partiellement défectueux, au fil du temps, avait ralenti la décomposition naturelle, préservant le cadavre plus longtemps que s'il avait été exposé à l'air libre. Cependant, malgré cela, l'identification visuelle était impossible, et des analyses plus poussées, notamment l'examen des vêtements, la comparaison ADN et l'étude des dossiers de personnes disparues, ont dû être engagées. Cette découverte a suscité énormément de questions. Qui était cette personne retrouvée dans cet espace étroit ? Comment avait-elle pu y rester si longtemps sans qu'aucun employé, client ou inspecteur ne le remarque ? Était-ce un accident ou le résultat d'un acte malveillant ? Pourquoi est-ce que tu ne t'abonnes pas à la chaîne ? Allez, vas-y. Ce n'est qu'après une enquête minutieuse que les autorités parviendront à éclaircir le mystère autour de ce corps oublié derrière un congélateur. Il s'agit d'un ancien employé du supermarché, Larry Eli Murillo Moncada. Larry Eli Murillo Moncada était un jeune homme de 25 ans, vivant avec ses parents à Council Bluffs dans l'Iowa. Peu avant sa disparition, en novembre 2009, Larry traversait une période très difficile sur le plan psychologique. Selon les témoignages de ses parents, il souffrait d'une profonde détresse émotionnelle et montrait des signes clairs de confusion mentale. Cette situation aurait été aggravée par un traitement médicamenteux. Récemment, un antidépresseur lui a été prescrit. Malheureusement, au lieu de l'aider, ces médicaments auraient déclenché des effets secondaires sévères, notamment des hallucinations et des crises d'anxiété intenses. Le 28 novembre 2009, jour de sa disparition, Larry semblait particulièrement agité. Selon ses parents, il était désorienté, apeuré
et avait des comportements incohérents. En plein milieu d'une tempête de neige, sans chaussures ni veste, il s'est précipité hors de la maison. Il n'a pas pris de téléphone ni d'effets personnels, ce qui montre qu'il n'avait probablement aucun plan précis. Il voulait simplement fuir une situation intérieure qui lui était insupportable. La panique semble avoir été au cœur de sa fuite. Il était probable qu'il ne comprenait plus très bien ce qui était réel et ce qui était produit par ses hallucinations. Sous l'emprise de la peur et du désespoir, il a erré dans la ville enneigée jusqu'à atteindre le supermarché où il travaillait auparavant. C'est là que, selon l'enquête, il serait entré sans que personne ne le voie, probablement en escaladant l'arrière du magasin ou en passant par une entrée non surveillée. Dans un état de panique ou de désorientation extrême, il aurait grimpé sur l'un des congélateurs industriels, une zone où les employés avaient l'habitude de déposer des marchandises ou de se reposer discrètement. Malheureusement, entre le mur et l'appareil, existait un étroit espace dans lequel il a vraisemblablement glissé ou chuté. Une fois coincé, il aurait été incapable de se libérer. Le bruit constant des moteurs frigorifiques aurait étouffé ses éventuels appels à l'aide, rendant sa présence totalement invisible pour les autres. Comme le magasin était très bruyant et que la zone était rarement inspectée, personne n'a découvert son corps à l'époque. Ce n'est qu'en 2019, plusieurs années plus tard, alors que le bâtiment était en cours de démolition, que son corps en décomposition a été retrouvé derrière le congélateur. L'autopsie a confirmé qu'il n'y avait aucune blessure apparente et sa mort a été jugée accidentelle, due probablement à l'asphyxie, l'hypothermie et la déshydratation. Manfred Fritz Bajorat était un marin et aventurier allemand dont le destin tragique a captivé le monde entier en 2016. Sa vie et sa mort ont un parfum de mystère qui continue encore aujourd'hui de fasciner ceux qui découvrent son histoire. Manfred était un navigateur expérimenté. Pendant des années, il avait parcouru les océans du monde à bord de son voilier de 12 mètres, le Sayo. Passionné de mer, il avait choisi de vivre une vie nomade, libre, loin des attaches terrestres. Certains disent qu'il avait entrepris ce mode de vie après des difficultés personnelles, notamment un divorce, bien qu'il ait gardé des contacts avec ses proches. Il était connu pour envoyer des messages à ses amis et à sa famille lorsqu'il faisait escale dans différents ports. Manfred vivait une existence de marin solitaire. Il parcourait le monde à bord de son voilier et s'arrêtait dans différents ports, parfois sans prévenir ses proches. Sa dernière communication confirmée avec ses amis remontait à 2009, depuis Majorque en Espagne. Après cela, ses contacts avec la terre ferme sont devenus sporadiques, voire inexistants. Or, dans les milieux de la navigation, il est relativement courant pour les marins solitaires de passer de longs mois sans contact. Cela n'a donc pas immédiatement alarmé ses proches. Résultat, personne n'a signalé sa disparition aux autorités maritimes, ni en Europe, ni ailleurs. Aucune opération officielle de recherche n'a été déclenchée, et silence radio. La première alerte réelle concernant Manfred n'a donc eu lieu qu'en février 2016, lorsqu'un groupe de pêcheurs a découvert le voilier Sayo dérivant au large des Philippines. C'est là qu'une équipe de secours va repérer le bateau et filmer le potentiel sauvetage. Personne à bord? Nobody on board? Olivier, tu me reçois? Ok, je descends dans le bateau, a priori personne à bord. Ah fuck! Olivier, tu me reçois? Olivier, tu me reçois? L'homme que l'on voit monter à bord semble un peu désemparé, et pour cause, assis à la table de navigation, juste à côté de la radio, se trouvait un corps humain, immobile, les bras reposant sur le bureau. À première vue, on aurait pu croire que l'homme dormait ou était en train de réfléchir, tant sa posture paraissait naturelle. Mais très vite, l'odeur
L'apparence du visage tiré et la peau parcheminée leur confirmèrent une terrible évidence, l'homme était mort depuis longtemps. Sous le choc, les pêcheurs quittèrent précipitamment le bateau et alertèrent les autorités locales. La police maritime philippine arriva rapidement sur place pour sécuriser le voilier et commencer l'enquête. À l'intérieur du Sayo, les policiers découvrirent une scène presque figée dans le temps. La cabine était en désordre, remplie d'effets personnels, vêtements, boîtes de conserve, équipements nautiques et des souvenirs personnels. Parmi eux, des photographies de famille, des documents officiels allemands et une lettre manuscrite adressée à une femme qui, plus tard, serait identifiée comme l'ex-épouse de Manfred, Claudia. Le corps, quant à lui, avait subi un processus naturel de momification. L'air chaud, sec et salin de la mer, combiné à l'environnement relativement protégé de la cabine, avait empêché une décomposition normale. Résultat, les tissus corporels étaient asséchés, conservant au cadavre une apparence saisissante, presque vivante, malgré les mois, voire les années écoulées. L'autopsie réalisée par les médecins légistes aux Philippines détermina que la cause du décès était probablement un infarctus du myocarde. Les enquêteurs supposèrent qu'il était mort naturellement à bord de son voilier, alors qu'il tentait probablement de contacter quelqu'un via sa radio. La scène que découvrirent les pêcheurs était à la fois tragique et profondément émouvante. Un marin mort en pleine mer, fidèle à son bateau, dérivant au gré des vagues pendant de longs mois sans que personne ne sache ce qui lui était arrivé. Manfred avait disparu sans faire de bruit, et ce n'est que grâce au hasard de la mer et à la vigilance de ses pêcheurs que son histoire a pu être racontée au monde entier. Richard Maedge était un homme ordinaire, vivant à Troy, une petite ville de l'État de l'Illinois aux États-Unis. Âgé de 53 ans, il était marié à Jennifer Maedge et menait une vie sans histoire, bien ancrée dans son quotidien et ses habitudes. Pourtant, sa disparition soudaine, à la fin de l'année 2022, allait plonger sa famille dans une angoisse interminable et provoquer, quelques mois plus tard, une macabre découverte dans leur propre maison. Tout commence le 27 avril 2022. Ce jour-là, Jennifer rapporte que son mari est porté disparu. Selon elle, Richard était rentré plus tôt du travail ce jour-là, comme il l'en avait informé son épouse par téléphone. Lorsqu'elle rentra chez eux, Richard n'était nulle part. Sa voiture était là, garée dans l'allée, son portefeuille et ses clés étaient également dans la maison, mais aucun signe de Richard. Très inquiète, Jennifer appelle immédiatement la police de Troy. Dès que l'alerte est donnée, la police locale se rend au domicile du couple pour effectuer une première fouille de la maison. Mais cette fouille, bien que sérieuse, ne donna aucun résultat. À ce moment-là, la maison des Maedge était décrite comme très encombrée, avec de nombreux objets entreposés dans divers recoins, au point de compliquer la circulation normale dans certaines pièces. Jennifer précisa aux policiers que la maison servait aussi à stocker beaucoup de décorations de Noël, ainsi que d'autres affaires accumulées au fil des années. Vous verrez, ce aura son importance. Face à l'absence d'indices, la police considère que Richard a quitté volontairement le domicile ou qu'il pourrait avoir subi un accident à l'extérieur. Ils commencèrent donc à le chercher dans la ville et aux alentours. Des battues furent organisées, des appels à témoins sont diffusés, mais malgré ces efforts, aucune trace de Richard n'est retrouvée. Jennifer continue de signaler la disparition aux médias locaux, décrivant son mari comme un homme sans problème connu, sans raison apparente de fuir ou de disparaître. Cependant, quelques semaines après la disparition, Jennifer commença à remarquer une odeur désagréable dans la maison. Elle signala l'odeur à la police, qui revint pour une seconde fouille, mais cette fois encore, ils inspectèrent les différentes pièces, tentant de localiser la source de l'odeur, mais malgré leurs efforts, rien n'est trouvé. Jennifer se voit conseiller de faire appel à un plombier, pensant que l'odeur pourrait être liée à une canalisation défectueuse. Et effectivement, un plombier intervient et répare quelques tuyaux, ce qui semble atténuer temporairement le problème, sans toutefois résoudre le mystère. Ce n'est que 8 mois plus tard, le 11 décembre 2022, alors que Jennifer range des affaires, en vue des fêtes de fin d'année, qu'elle fait une découverte glaçante. En cherchant dans une pièce de rangement, un genre de placard dissimulé, derrière des piles d'objets et de décorations de Noël, elle tombe sur le corps de son mari. Richard Maedge était mort. Enfermé dans un espace confiné,
dissimulé par l'encombrement général de la pièce. La scène était sidérante. Son corps était partiellement momifié à cause des conditions ambiantes. Un environnement sec, fermé et relativement protégé de l'air et de la lumière. Le corps était entouré de boîtes et de décorations de Noël, d'objets entassés et de meubles entreposés de manière chaotique. Cela expliquait pourquoi, lors des 2 fouilles précédentes, les policiers n'avaient pas réussi à le retrouver. Le désordre était tel que le passage vers cet espace était difficile à identifier, encore plus pour une personne qui ne connaissait pas parfaitement la maison. Après l'examen du corps, l'autopsie pratiquée par le médecin légiste a conclu que Richard Maedge était mort par suicide. Aucune trace de lutte, aucune blessure extérieure suspecte. Le rapport officiel indiqua que l'homme avait pris la décision de mettre fin à ses jours volontairement, se dissimulant dans un coin difficile d'accès de sa propre maison. La famille a été profondément secouée par la découverte. Jennifer, dans sa déclaration, a exprimé son immense tristesse ainsi que son incompréhension face à la solitude et au désespoir dans lequel Richard avait sombré, sans laisser d'indice clair à ses proches. Cette histoire a provoqué une grande vague d'émotions et de controverses dans les médias américains. Beaucoup ont critiqué la qualité des fouilles initiales, estimant que la police aurait dû retrouver le corps beaucoup plus tôt. La police locale s'est défendue en exprimant que l'encombrement exceptionnel de la maison rendait toute inspection difficile et qu'aucun signe évident n'indiquait la présence d'un corps. Des experts en criminologie ont rappelé que dans des maisons extrêmement encombrées, il arrive que des personnes soient découvertes des mois, voire des années après leur mort, cachées involontairement par des piles d'objets. En conclusion, l'affaire Richard Maedge est tragique, non seulement par la solitude de la mort de cet homme, mais aussi par l'idée glaçante qu'il était resté là, dans sa propre maison pendant des mois, pendant que ses proches vivaient autour de lui, sans savoir. Un symbole puissant de l'isolement invisible qui peut frapper même ceux que l'on croit très proches de nous. Ce qu'il y a de plus terrifiant dans ces histoires, ce n'est pas seulement la mort, c'est l'inconnu, le silence, le fait qu'un corps puisse disparaître et réapparaître parfois des années plus tard dans un endroit où il n'aurait jamais dû être. Chaque affaire est un rappel brutal que la mort ne choisit pas toujours les cimetières et derrière chaque découverte macabre, il y a une histoire, un passé, un drame humain. Certaines de ces affaires ont trouvé leur réponse, d'autres non. Et peut-être que quelque part, d'autres corps attendent encore d'être retrouvés, cachés dans des greniers oubliés, des murs scellés ou même juste sous nos pieds. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un like, un commentaire constructif et surtout à aller voir toutes les autres vidéos de la chaîne. Il y a aujourd'hui, par rapport à d'habitude, une petite subtilité. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai peut-être un regard un peu bizarre, j'ai acheté un prompteur. En effet, dans l'optique de vouloir améliorer la qualité de ma chaîne, notamment ma diction, j'ai donc investi dans ce petit objet. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous me l'avez dit en commentaire, c'est de ça dont je parle quand je dis commentaire constructif, vous m'avez dit que mes phrases étaient beaucoup découpées. C'est parce que je n'apprends pas mon texte par cœur. Et effectivement, ça donne à ma narration un petit côté saccadé. Alors n'hésitez pas à me dire si pendant la vidéo, mon regard qui se balade de haut en bas vous a perturbé ou pas. Voilà, sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.